Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire qui est dédié différemment, c'est-à-dire c'est un webinaire qui est dédié aux droits de la famille, plus précisément. Et comme vous savez chez nous, vous en aimez toujours, eh bien, essayer de donner tout simplement la meilleure et la plus grande satisfaction auprès de chaque participant. Et donc, j'ai souhaité aujourd'hui m'entourer de Caroline. Caroline qui va nous faire un petit coucou là, le plus rapidement. Caroline, est-ce que tu m'entends? Oui, super. Hello Caroline. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je me suis Voilà. régalée avec cette vidéo. Exactement, donc c'est toujours un grand moment. Donc Caroline est avocate en droit de la famille, mais je pense qu'elle va pouvoir se présenter. Et puis, on va aller à l'essentiel, en fait, puisque c'est une soirée qui est dédiée au mariage et au divorce, hein. Bon, le premier est certainement l'événement le plus heureux, le second peut-être le plus détestable, mais dans tous les cas de figure, Caroline va nous expliquer les tenants, les aboutissants pour pouvoir répondre. Alors, vous le savez, vous avez la possibilité de le voir de nouveau en replay. Et puis, on essaiera également de le mettre sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez les coordonnées, notamment de Caroline, pour pouvoir la contacter si besoin était. Voilà, bah, écoutez, je vais laisser pour une première fois, j'aurais tendance à dire, mais je vais rien faire, hein, je vais simplement écouter. Bon, de temps en temps, je ne pourrais pas m'empêcher de lire la question. Mais là, pour moi, c'est assez relax ce soir. Caroline, je te laisse lancer le débat. Merci beaucoup, merci Patrick. Bonsoir à tous. Donc, je suis ravie d'être là et de vous accompagner un petit peu dans vos interrogations concernant le droit de la famille, votre situation entrepreneuriale. Et donc, on va essayer de faire un tour de la situation à la fois par rapport au mariage et par rapport au divorce. Donc, aux conséquences du divorce. Quelles sont les conséquences du divorce pour vous et que faire donc si je me marie? Après avoir dansé le disco avec ma femme, je décide de me marier. Donc, quelle est la meilleure solution patrimoniale à adopter? Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Caroline Adam-Peza et je suis avocat en droit de la famille depuis bientôt 30 ans. Mon Dieu, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, et aujourd'hui, je vise vraiment les modes de règlement amiables des différends, c'est-à-dire on n'envisage plus du tout les séparations aujourd'hui comme on les envisageait il y a 25 ou il y a 30 ans. On n'est plus dans le combat et l'idée, c'est vraiment d'éviter le plus possible les souffrances inutiles dans le cadre d'une séparation. Voilà, donc on va commencer par le mariage. Lorsque vous vous mariez, vous avez la possibilité donc de choisir de rédiger, enfin c'est pas vous qui le rédigez, c'est un notaire, mais en tous les cas de régulariser un contrat de mariage. Donc la question c'est est-ce que je me marie sous un contrat de mariage ou pas? Et c'est une question extrêmement importante en fonction de votre situation patrimoniale, de votre situation professionnelle, de l'emploi que vous exercez, du statut que vous avez. Donc, il y a deux grands types de régime quand on se marie, donc de régime matrimonial, régime communautaire, donc c'est un mot global, et régime séparatiste. Donc, le principe du régime communautaire, c'est un principe qui vaut lorsqu'on ne signe pas de contrat de mariage. Donc, en fait, quand vous vous mariez et vous décidez de ne pas signer de contrat de mariage, dans ce cas-là, vous êtes sous la communauté légale réduite aux acquêts. Ça s'appelle comme ça. C'est pas un gros mot, mais c'est ainsi. Et donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le principe, donc, pas de contrat de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous mariez, eh bien, vous formez avec votre époux ou avec votre épouse ce qu'on appelle une communauté. Et donc, à ce moment-là, tout ce que vous avez donc à partir du jour du mariage rentre dans la communauté, que ce soit les actifs ou les passifs, c'est-à-dire les dettes ou les revenus, tout est censé être commun. Donc oui, parce que c'est un régime qui fait que l'enrichissement de l'un
profite à l'autre, donc qui protège, en fait, c'est un régime qui protège celui dont les revenus sont les plus faibles et celui qui renonce à son emploi pour s'occuper de sa famille, celui qui collabore éventuellement gratuitement à l'activité professionnelle de l'autre. Donc ça peut être intéressant dans ces cas-là. Mais attention, donc il y a le oui et le mais. Donc, mais attention, pourquoi? Parce que les risques sont supportés aussi par l'autre époux. Donc, on supporte les risques à deux. C'est la raison pour laquelle le régime légal est déconseillé aux personnes aux couples en tous les cas, dont l'un des membres exerce une activité professionnelle à risque, une activité, alors bon, même si c'est pas des gros risques, mais on le déconseille sur les activités indépendantes, par exemple profession libérale. Et l'inconvénient peut être éventuellement pallié si le conjoint exerce dans une société à risque limité ou avec un statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Et dans ce cas-là, il faut éviter évidemment de garantir à titre personnel ses dettes professionnelles. Donc, ce régime légal, oui, ça peut profiter à celui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui renonce à son emploi, mais en tous les cas, il faut quand même se méfier et c'est le régime le plus usité en tous les cas. Il y a énormément de couples qui ne signent pas de contrat de mariage. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle la séparation de biens. Donc, vous en avez sans doute tous entendu parler. C'est le contrat de mariage qui est le plus usité, le plus fréquent. Et le principe donc de ce contrat de mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se marie, oui, pour le meilleur, sans doute pour le pire, mais on va quand même faire un peu attention et on va bien séparer ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. On ne prend aucun risque et on reste totalement séparés, même si évidemment on peut acquérir des biens indivis et on peut donc être propriétaires tous les deux, mais si on l'a décidé, si on ne l'a pas décidé, alors vraiment ce sont des patrimoines séparés. Donc c'est particulièrement adapté lorsque l'un des membres exerce, donc j'en parlais tout à l'heure, une activité professionnelle indépendante, donc profession libérale, commerçant, puisque ce régime met à l'abri par principe des créanciers professionnels. Donc, les créanciers ils vont s'adresser véritablement aux professionnels qui leur doivent de l'argent et certainement pas à son époux. Éventuellement aux personnes, à ceux qui ont des enfants d'un premier mariage pour éviter des problèmes de partage entre les enfants et leur beau-père ou leur belle-mère, parce que c'est pas forcément toujours la meilleure entente, on le voit notamment dans les dossiers de succession, et c'est éventuellement proposer, enfin c'est le contrat de séparation de biens a un avantage aussi pour ceux qui disposent d'un patrimoine important et qui souhaitent pouvoir disposer librement des revenus de ce patrimoine sans avoir en fait à rendre des comptes. Voilà, donc ça c'est pour les avantages. Après les inconvénients, forcément ça peut fragiliser dans la mesure où les patrimoines sont séparés, ça peut fragiliser celui qui dispose moins de patrimoine, celui qui n'a pas travaillé, celui qui n'a pas de revenus et qui a renoncé à une activité professionnelle pour par exemple élever ses enfants. Voilà, et donc ensuite on a d'autres régimes, alors je vais pas les développer. La communauté universelle, en général, on la rencontre sur des couples très âgés qui veulent vraiment tout mettre en commun, donc là, y compris ce qui était avant le mariage, et la participation aux acquis, qui est un régime hybride. En fait, pendant la durée du mariage, sur la participation aux acquis, ça fonctionne comme une séparation de biens. Et à sa dissolution, il y a un équilibre qui s'effectue entre le patrimoine originaire de chacun des époux et son patrimoine final. Alors, la participation aux acquis, en général, il est conseillé aux couples dont au moins un des époux exerce une profession libérale ou une profession à risque.
quoi qu'il arrive, contrairement à ce qu'on parfois les gens pensent, ça n'est pas l'avocat qui est chargé de la rédaction d'un contrat de mariage, c'est bien le notaire. Donc, si vous vous mariez et si vous souhaitez signer un contrat de mariage, régulariser un contrat de mariage, dans ce cas-là, allez voir votre notaire et pas votre avocat. Donc, l'avocat n'intervient que pour les choses très, très désagréables après, dans le cadre d'une séparation. Alors, pour voir si vous avez suivi, n'est-ce pas, petit quiz sur ce que je viens de dire. Je décide de monter ma boîte et ma femme me demande un mariage. Donc, je signe un contrat de séparation de biens, première proposition. Deuxième proposition, je ne signe pas de contrat de mariage. Et troisième proposition, après réflexion, voyons voir, je crois que je ne vais plus me marier. Voilà, je vais rester en concubinage, ça va être très très bien comme ça. Voilà, donc est-ce que vous avez la réponse? Eh bien, la réponse, c'était la première proposition, évidemment. Je signe un contrat de séparation de biens, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, ça protège tout le monde. Alors, oui, juste avant... donc petite question maintenant, j'allais y venir, Patrick, avant d'entamer le divorce, est-ce que ça a été... Exactement, c'est super. Alors, déjà, bonne introduction. Donc, je vais poser la première question, c'était Amir, je crois, qui me posait la question, si le mariage réduit aux acquis, il marque une petite flèche en indiquant tout ce qu'on achète après le mariage, excluant tout ce qui vient avant. Je pense que dans cette question, c'est une façon effectivement de voir que ce qui est avant ne rentre pas à l'intérieur. Voilà, il faut absolument. Quoi qu'il arrive, tout à fait, à part la communauté universelle, quoi qu'il arrive, les biens acquis avant le mariage restent ce qu'on appelle des biens propres. Donc, ils ne font pas partie de la communauté. Et si jamais, au moment des opérations de liquidation, au moment du divorce, il y a des biens où il y a des liquidités qui constituaient des biens propres et qui ont permis à la communauté de s'enrichir, alors il y a un calcul qui s'effectue de ce qu'on appelle des récompenses. Et donc, on vient, quoi qu'il arrive, regarder toujours ce qui se passait avant le mariage pour rétablir cet équilibre-là et donc rétablir les comptes entre les époux. Tout à fait. Exactement. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui, il y en a d'autres. Et puis, je rajoute peut-être un petit point aussi. Tu as parlé de ce qui rentrait, enfin, ce qui était avant ne rentrait pas à l'intérieur, effectivement, du couple. On peut aussi citer les donations que l'on reçoit de ses parents, même en cours de mariage, ne rentrent pas. C'est un point qui est très important parce que de temps en temps, ça nous arrive puisqu'on fait des créations de société et c'est un des points quand les personnes ne veulent pas changer de contrat, enfin ils n'ont pas de contrat tout simplement, mais qui veulent créer une société à leur nom. Alors c'est un petit peu litigieux, hein, on ne va pas se voiler la face, mais certaines personnes se font donner l'argent par leurs parents dans le cadre d'une donation et du coup on affecte cette somme dans la création de la société et du coup la société en théorie ne fait pas partie de la communauté. Alors, tout à fait. En fait, vraiment, il y a les biens propres, ce sont les biens acquis avant le mariage, mais ce sont aussi les biens, les donations et les héritages. Donc ça constitue des biens propres. Même si l'on est marié, ces biens-là n'entrent pas dans la communauté, donc l'époux, l'épouse les récupèrent. Et donc, en fonction de ce qu'on a acheté avant, donc si ça a permis l'acquisition de parts dans la société, ça va être pris en compte, au moins au prorata de ce que ça a représenté, etc. Mais au moment du divorce, ce qui est absolument certain, c'est qu'il faut passer par un notaire pour faire des comptes de liquidation, donc pour faire des comptes entre les parties, ce qu'on appelle des opérations de liquidation. On met tout sur la table et le notaire met une colonne actif, mais une colonne passif. Donc dans l'actif, c'est l'actif de communauté. Le passif, c'est le passif évidemment, donc ce que doit le couple, les dettes, etc. Et ensuite, il va calculer donc les récompenses voilà, ce qui s'est passé avant le mariage, ce qui s'est passé pendant le mariage, est-ce qu'il y a eu des donations,
etc., etc. Donc, parfois, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de biens et puis il y a eu beaucoup de donations de part et d'autre, etc. Il y a des sommes qui ont été reprises avant le mariage. Enfin, voilà, tout ça fait l'objet de nombreuses opérations de liquidation. Alors, François qui dit, même question que Amir, si je suis détenteur de biens immobiliers avant le mariage, dans le cas Ozake, en cas de séparation, ma femme ne pourra pas en bénéficier. Absolument, c'est un bien propre, je confirme. On est tout à fait d'accord. Et Ra qui pose la question, si tu apportes, alors il marque, si tu apportes un appartement sur lequel il reste un crédit, le règlement du crédit pendant le mariage rentre dans la communauté. Du coup, non, on ne peut pas prendre ton appart, mais le conjoint peut réclamer un dédommagement sur le crédit payé pendant le mariage. Eh bien, Ra a raison. Voilà. Ça commence par Ra, donc comme raison. Voilà, vous avez tout à fait raison, puisqu'à partir du moment où s'il y a un appartement à crédit, eh bien, on se marie et donc c'est la communauté qui va payer cet appartement pour le compte d'eux, même si l'appartement continue à appartenir en propre à l'un des époux, il y aura une récompense qui sera calculée au final. Alors, Amir qui me dit, il me semble que la résidence principale, même achetée seule, peut échapper à cette condition, à confirmer. Alors, ça veut pas dire grand-chose, pardon, mais en fait, à partir du moment où on se marie, même si on achète un bien à son nom, ce bien appartient à la communauté. On est tout à fait d'accord. Si, alors, il y a des exceptions parce que il peut y avoir une clause très particulière de l'autre époux qui dit « je renonce à ce que ce bien fasse partie de la communauté, etc. » Mais par principe, tout ce qu'on achète sans contrat de mariage préalable fait partie de la communauté. Zina, qui m'indique, alors je connais la réponse, mais je vais te laisser la donner, qui dit « même si le conjoint n'a jamais travaillé ». Ah oui, oui. Ça n'a strictement rien à voir. Et on va voir ça après. Mais c'est pas une question de travailler, pas travailler. En fait, ça a été vraiment, ça a fait l'objet de discussions et de différents arrêts de la Cour de cassation. Mais le principe, c'est que même si l'autre, et y compris même dans le cadre d'une séparation, mais je ne veux pas rentrer dans des détails trop difficiles, mais le principe, c'est qu'on estime que l'autre époux, même s'il n'a jamais travaillé, il a contribué aux charges du mariage, ne serait-ce que par nature, parce qu'il est parti, il faisait des courses, il s'occupait des enfants, il s'occupait du ménage, etc. Donc, même si concrètement, il n'a pas travaillé et il n'a pas ramené d'argent au couple, il n'en reste pas moins qu'il a contribué quand même à ce que le couple se porte bien, même en nature financièrement, parce que pendant que l'autre conjoint travaillait, eh bien, lui s'occupait de la maison, comme j'ai dit tout à l'heure, s'occuper des tâches ménagères, etc. Donc, il y a un équilibre qui se crée. Et donc, voilà, c'est pas parce qu'il y en a un des deux qui a payé que ça doit revenir à celui qui a payé. Alors, Frédéric qui m'adresse une question en deux parties. Je vais essayer de bien reprendre. Donc, on suppose effectivement qu'une personne a acheté avant le mariage un appartement et il se marie ensuite. Et au cours de ce mariage, il vend l'appartement. Et donc, l'argent va être, je suppose, consommé ou en tout cas utilisé par le couple dessus. Manque de bol, il divorce. Et donc, la question, c'est l'argent va à qui? Alors, on peut garder la question sur la partie après, parce que tu vas aborder le point je divorce, quel risque pour quelle situation. Oui, mais autant répondre. Donc, en fait, si je comprends bien, donc Amir, si le bien a été acheté avant le mariage par l'un des époux, c'est un bien propre. Il devient la résidence principale des époux. Donc, il ne parle pas de vente, Amir. Hein? Oui, non, mais c'était pas Amir, c'était Frédéric qui posait la question. Pardon, d'accord. Voilà, c'est Frédéric qui posait la question en deux questions. L'appartement a été acheté par une personne. Il décide de se marier. OK. Oui. Et il se marie. Ensuite, l'appartement est vendu. Donc, je suppose qu'ils vont consommer cet argent ou en faire autre chose. Et finalement, il décide de divorcer. Du coup, au moment du divorce, l'argent va à qui? Je suppose que la question qui est sous-entendue, est-ce que… si on vend,
voilà, va revenir vers la personne qui avait acheté l'appartement. Si on vend un bien commun, cet argent est commun. Maintenant, s'il y a des comptes à faire, bah pareil, si cet argent provenait pour tout ou partie d'un bien propre, on va faire les calculs et on va estimer qu'une partie de cet argent revient éventuellement au conjoint. Après c'est souvent de l'argent qui est réinvesti dans un nouvel achat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, en fait, ça fait partie des calculs du notaire. Hein, donc, c'est pour ça que parfois, c'est très, très complexe parce qu'on peut ramener, vous voyez, parfois, il y a des divorces qui se passent sur des mariages sur 20 ans ou 25 ans. Donc, les époux ont acheté d'abord, il y avait un bien propre et puis ce bien propre a servi à acheter un bien en commun et puis qui a servi à un autre bien et puis il y a eu une donation, etc. Donc, en fait, on repart à chaque fois en arrière pour, quoi qu'il arrive, retomber sur nos pattes et essayer d'identifier ce qui était propre au départ et combien ça représente aujourd'hui au moment de la vente du bien et des opérations de liquidation. Oui, et Frédéric, on est bien d'accord, c'est même avec les plus-values, parce que Frédéric pose la question même avec les plus-values. En fait, il faut tenir compte du prix de vente. Donc forcément, la plus-value est à l'intérieur et elle est intégrée nécessairement dessus. Absolument. Amir, par exemple, 50 000 euros quand on s'est marié en propre peuvent devenir 150 000 euros au moment de la liquidation. Tout à fait. Amir, en fait, qui posait la question que si le bien avait été acheté avant le mariage par l'un des époux, mais qui devient la résidence principale des deux, que se passe-t-il pour cette résidence en cas de divorce? Elle appartient. Enfin, je vais te laisser parler. Oui. En fait, alors il y a deux questions en fait dans la question d'Amir. C'est le volet liquidation. Donc, que se passera-t-il pour cette résidence? Alors, de deux choses l'une. Soit il y en a un des deux qui reste, et dans ce cas-là, il devra racheter la part de l'autre. Soit elle sera vendue. Soit éventuellement, il y aura une indivision post-communautaire et ça signifie que les deux époux resteront propriétaires de ce bien, même après le divorce. Donc ça, c'est que devient la résidence en termes d'habitation et en termes d'attribution. Après, je crois que j'ai répondu sur ce qui concernait les opérations de liquidation et voilà, donc si on vend, on fera les comptes pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec cet argent et qu'est-ce qui revient à qui. Alors, Jade qui pose une question, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. Cession des actions aux enfants ou conjoints, qui est prioritaire en séparation de biens? Cession. Alors, ce que Jade veut dire, en séparation de biens, de toute façon, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, il n'y a pas de priorité ou pas de priorité. Après, c'est une question d'accord entre les époux. Si on est chef d'entreprise et qu'on a envie de céder ses actions, si on est en séparation de biens, il n'y a pas de sujet puisque les actions nous appartiennent et donc on n'est pas dans le cadre de la communauté. On va peut-être avancer. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a plus de questions, donc on peut y aller. Pas mal de choses à voir si vous n'avez plus de questions. Donc, le divorce. Alors, donc, je me suis mariée, mais malheureusement, un divorce sur 3 se passe en France et 1 sur 2 à Paris, a lieu à Paris. Et donc, est-ce que je prends un risque? Pour quelle situation? En sachant que quoi qu'il arrive, l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'entendre. Alors, j'ai voulu aborder la question de la prestation compensatoire parce que lorsqu'on divorce, il faut examiner à la fois les modalités du divorce concernant les époux et concernant les enfants. Donc, on va laisser la partie concernant les enfants et vraiment là, on s'attache aux conséquences par rapport aux époux. Et donc, les conséquences par rapport aux époux, c'est ce qu'on a déjà vu un petit peu avec la liquidation des biens de la communauté. Et l'autre volet, c'est ce qu'on appelle la prestation compensatoire. Alors, ESACO, en fait, la prestation compensatoire, c'est une somme alors, qui peut prendre différentes formes, mais qui existe et qui est versée lorsque la rupture des époux, la rupture du mariage, crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est marié, on a eu un certain train de vie, on a vécu comme on a vécu, et puis à un moment donné, on va se séparer et cette séparation va créer vraiment un fossé
dans le train de vie respectif de chacun des époux. Donc, il y a un époux qui va être extrêmement lésé par rapport à l'autre. Et donc, on essaye la loi en tout cas, essaye de réparer cette équilibre, en tout cas de trouver un peu un équilibre. Alors, il y a différents critères, il y a plusieurs critères d'appréciation de la prestation compensatoire, donc il y a des modes de calcul qui existent, mais les critères, c'est alors la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, les conséquences et les choix professionnels des époux également, leur qualification, leurs droits en matière de retraite, leur patrimoine et leurs droits aussi liquidatifs. Donc, tout ça fait que un avocat, en l'occurrence, c'est le job d'un avocat, il va faire un audit compensatoire, d'abord pour savoir si l'un des époux peut prétendre à une prestation compensatoire et si oui, quel pourrait être son montant, en sachant que le montant reste assez arbitraire et qu'en général, on préfère évidemment s'entendre sur ce montant parce qu'il peut y avoir des fourchettes basses, des fourchettes hautes en fonction des situations et en fonction de l'application des méthodes existantes. Et donc, c'est vraiment un sujet épineux parce que souvent, les personnes qui doivent verser une prestation compensatoire ne comprennent pas pourquoi ils doivent le faire, ont l'impression qu'ils ont travaillé toute leur vie, que l'autre conjoint n'a pas travaillé ou peut travailler, qu'en fait, ils ont vraiment gagné de l'argent, mais que c'est l'argent gagné à juste titre et de manière légitime. Et donc, ils ne voient pas pourquoi il y aurait en quelque sorte une double peine. Voilà, sauf que si on se place de l'autre côté, parce qu'il faut toujours se placer de l'autre côté, il y a toujours, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours, il y a toujours un équilibre. Si on se place de l'autre côté, eh bien, il y a beaucoup d'époux, alors en général, c'est des épouses, même si moi j'ai eu des dossiers où c'était des époux, qui ont vraiment sacrifié leur carrière professionnelle au bénéfice du conjoint, qui ont élevé des enfants pendant de longues années, qui ont renoncé à des promotions professionnelles, qui ont décidé d'un commun accord avec le conjoint qu'elle se réserverait aux tâches domestiques, familiales, etc. Et surtout qui se retrouvent au moment du divorce, 45, 50 ans, 55 ans, avec rien. Donc, avec des droits à la retraite quasiment inexistants, avec une situation financière extrêmement difficile et avec cette angoisse de l'avenir parce que justement, ça n'a pas, le projet professionnel n'a pas été construit pendant toutes ces années. Voilà, donc en fait, la loi a pris en considération ces deux cas de figure pour essayer de trouver un équilibre. En sachant que la prestation compensatoire peut parfaitement prendre la forme, par exemple, dans le cadre de la liquidation d'une partie des biens, de liquidité, voire qu'elle peut être payée sur 8 ans. Voilà, et donc c'est quelque chose qui existe et voilà, qu'il faut absolument prendre en compte dans le cadre d'un divorce. Donc, petit quiz. Hop. Je divorce après 2 ans de mariage, 20 ans de vie commune. Notre patrimoine commun est évalué à 1 million d'euros, soit 500 000 euros chacun. Mes revenus sont d'environ 10 000 euros par mois et ceux de mon conjoint de 2 000 euros. Donc là, vous voyez. Première proposition, mon conjoint peut prétendre à une prestation compensatoire d'environ 50 000 euros. Mon conjoint ne peut prétendre à rien. Et en fait, je crois que je ne vais plus divorcer. Voilà, donc je crois que vous avez trouvé la réponse avec mon développement précédent. Voilà, alors est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, qu'est-ce que vous aimez bien? Il y a Dido Dario qui dit « Je l'aime bien finalement ». La dernière question, le quiz, la prestation compensatoire, d'accord. Alors, la prestation compensatoire n'a strictement rien à voir avec les régimes matrimoniaux. C'est vraiment 2 choses séparées. Un des critères de prise en considération de la prestation compensatoire, c'est les droits de chacun dans la liquidation.
Donc voilà, imaginons qu'on soit en régime séparatiste et qu'il y ait un conjoint qui ait 2 millions de patrimoine et que l'autre 150 000 euros, ça va être pris en compte dans les critères d'attribution de la prestation compensatoire. Donc ça n'a rien à voir avec la liquidation de la communauté proprement dit et le partage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a plusieurs. Donc, j'aide. La réponse, point d'interrogation. Jean qui pose, alors c'est quoi l'intérêt du contrat de séparation de biens s'il y a des prestations compensatoires? Alors, c'est une très bonne question, Jean, parce que la prestation compensatoire n'a pas pour fonction de compenser, le choix des époux d'avoir pris une séparation des biens. C'est-à-dire que la prestation compensatoire, elle ne va pas prendre le patrimoine global des deux époux et le diviser en deux, ce qui se passe dans le cadre d'un régime communautaire. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est pas fait pour compenser. Donc, il y a des modes de calcul, il y a des sommes ensuite qui sont calculées, mais au final, il n'y aura pas le patrimoine divisé en deux. C'est pas ça. Hein. Voilà. Et donc, Jette, qui voudrait que tu reprennes que tu donnes la réponse à ta question du divorce entre les trois solutions. La troisième, on peut l'éliminer, bien évidemment. Donc, mon conjoint peut effectivement prétendre à une prestation compensatoire. Ouais. Alors là, j'ai mis 50 000 euros, c'est vraiment à vue de nez, hein, mais parce qu'il y a beaucoup de critères qu'on ne connaît pas. Mais enfin, globalement, là, on a quand même une grosse disparité. Beaucoup de durée de mariage, un patrimoine commun et quand même des revenus qui sont de l'ordre de 4 fois ou 5 fois plus pour l'autre époux. Donc, il y a quand même une prestation compensatoire à la clé, en sachant que les 50 000 euros, c'était vraiment pour mettre un chiffre et que là, voilà, c'est très vague. Mais oui, il y a une vraie disparité de revenus là. Je pense que, Caroline, que tu as dû surprendre plus d'une personne par le fait de dire qu'il n'y a pas de rapport entre le contrat, quel qu'il soit, de mariage et la prestation compensatoire. Je pense que ça a dû surprendre plus d'une personne qui pensait notamment que la séparation des biens, c'est une chose, on se mariait, on mettait chacun de l'argent de côté, puis le jour où on divorçait, on se faisait la bise et puis ciao, on n'en parlait plus. Non. Alors, mais moi, j'ai eu comme ça un dossier où alors c'était incroyable parce que alors à l'époque c'était devant le juge, hein, puisque vous savez peut-être ou pas qu'aujourd'hui le divorce par consentement mutuel se passe sans le juge, sans l'intervention du juge. C'est un divorce déjudiciarisé, mais à l'époque on passait devant le juge et donc c'était un consentement mutuel et j'avais les deux époux qui se mettaient en fait front contre front. Juste avant d'arriver à l'audience, donc ils étaient limite à se faire la bise, mais pas complètement. Donc voilà, ça existe aussi et c'est bien quand ça se passe aussi sereinement. Donc, tu poses une question aussi, la prestation est-elle limitée dans le temps? Alors oui, elle est absolument. Donc soit elle est versée en une fois, soit elle est versée sur 8 ans maximum. Voilà. Voilà. Donc, oui, elle est limitée sur 8 ans. Donc, elle peut prendre la forme d'une rente mensuelle sur 8 années maximum. Alors, il y a aussi des cas où la rente peut être viagère, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Mais aujourd'hui, c'est très limité à des situations très, très particulières. Donc, c'est vraiment l'exception. Aujourd'hui, le principe, c'est prestation compensatoire, soit en une fois, soit sur 8 ans maximum. Et Zina qui pose comme question, là, dans l'exemple, on était dans quel régime? En fait, la question n'a pas lieu, puisqu'en fait, quel que soit le régime, en fait, Zina, on n'a pas à se soucier, on regarde juste effectivement les conditions de la prestation compensatoire qui sont indépendantes du contrat ou de mariage ou pas d'ailleurs. Voilà. Ok, on peut continuer, je pense. Hein. C'est la troisième partie. Et alors, on continue et on vient justement aux deuxièmes conséquences dont je parlais. Donc, vous vous rappelez que j'avais indiqué que lorsqu'on divorçait, les conséquences par rapport aux époux, c'était, alors le nom, hein, mais le nom, on n'en parle pas, et c'était donc la prestation compensatoire et le gros morceau, c'est la liquidation des biens de la communauté.
Et là, on va examiner justement le régime matrimonial des époux pour savoir quoi faire. Donc tout à l'heure, j'en ai déjà un petit peu parlé, en disant qu'il fallait aller voir un notaire. Et si on est dans le cadre d'une séparation de biens, chacun reprend ses biens à l'issue du divorce, puisque, je vous rappelle, rien n'est commun, sauf évidemment, et je l'ai dit aussi tout à l'heure, si on a acheté des biens indivis, et ça existe assez souvent d'ailleurs, donc les époux se marient en contrat de séparation de biens, et puis ils vont décider ensemble d'acheter par exemple une maison, un bien immobilier à 50-50 ou d'investir dans l'immobilier à 50-50, et dans ce cas-là, on est dans une indivision, même si on est dans le cadre d'une séparation de biens, il faut néanmoins liquider cette indivision avec plusieurs choix, donc avec le choix de, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous vendez, soit il y en a un des deux qui rachète sa part, soit on reste tout simplement en indivision après le divorce. S'il n'y a pas de contrat de mariage, aussi il y a un contrat communautaire, mais voilà, un des contrats dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut donc passer obligatoirement. Alors, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir si vous divorcez, ne divorcez pas par Internet. Ne faites pas l'erreur de dire, tiens, le divorce, j'en ai vu un à 400 € sur Internet, ça a l'air d'être bien. Je passe mon temps à récupérer des divorces ni fait ni à faire, où en fait, ça a été des divorces par acte d'avocat en consentement mutuel. Et en fait, la liquidation n'a pas été faite, donc le divorce n'est pas valable. Et puis, comme c'est un contrat par acte sous seing privé, il est susceptible d'annulation. Donc, vous imaginez un peu le schmilblick lorsqu'on a divorcé. Et puis, en fait, on n'a pas divorcé, zut alors, parce qu'on n'a pas liquidé et que donc, c'est pas valable. Et donc, tout ça, c'est parce qu'on a voulu faire un divorce sur Internet à 400 €. Voilà, donc liquidation. Quoi qu'il arrive, si vous êtes marié sous un régime communautaire, il faut liquider les biens de la communauté. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure, calcul de récompense. À chaque fois que la communauté s'est enrichie au détriment de son patrimoine propre pour compenser la perte subie par le patrimoine. Et donc, on est sur des biens propres qui rentrent ensuite dans la communauté. Et ensuite, on va liquider tout ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le notaire fait un tableau où il va indiquer l'actif de communauté, le passif de communauté. Il va faire l'actif moins le passif, ce qui va lui donner en fait l'actif de communauté, l'actif net de communauté. Cet actif net de communauté va être divisé en deux, donc chacun pour les époux. Ensuite, il va y avoir les reprises éventuellement, les récompenses à calculer, à déduire de cet actif. Donc, monsieur chacun va avoir une part. Et ensuite, il y aura ce qu'on appelle les attributions. Donc, si par exemple, il y a des biens en commun et que monsieur a le droit à 300 000 € et madame a le droit à 400 000 € et que madame veut reprendre la maison commune à sa charge, elle devra donc payer à monsieur ses droits dans la communauté, donc ses droits liquidatifs de 300 000 € dans le cadre de cet acte liquidatif. Et donc, c'est quelque chose par lequel il faut absolument passer quand on divorce. Hein. Voilà. Est-ce que c'est clair? Patrick, est-ce que c'est clair pour toi? Alors, je ne t'entends pas. Tu as mis ton micro. Je disais que oui, c'était clair, et je disais également que c'est quand même très technique. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Est-ce que tu veux qu'on les fasse maintenant ou juste après le quiz? Alors, on va le faire après le quiz. Très bien. Hop, le dernier petit quiz. Je me suis mariée sans contrat préalable et j'ai créé ma société durant mon mariage. Je décide de divorcer. Qu'advient-il de ma société? Première proposition. Elle appartient pour moitié à mon conjoint. Elle n'appartient qu'à moi. Et puis quoi encore? Et troisième proposition, après réflexion, en fait, je ne vais plus divorcer.
Voilà, donc la réponse est, d'après toi, Patrick? Alors, la 1, bien évidemment, parce que tu influes quand même sur la question 2 et 3. Et j'ai l'impression parfois que ça ressemble plus aux jeux télévision, tu sais, où tu es obligé de téléphoner et de dépenser 1,40 € par SMS pour que les gens trouvent. Là, c'était trop facile, absolument trop. Bon, c'est un peu Et pour bon, je rigoler, connais moi, la réponse c'est pas non nécessairement. plus l'apéro du siècle, hein. Voilà, Je donc reste oui, pas, c'est évidemment, bon. en fait, à partir du moment, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout rentre dans la communauté, donc y compris les parts de société. Donc faites attention quand vous vous associez, quand vous êtes mariés. Soit vous faites figurer une clause particulière signée par votre époux, et soit si vous ne le faites pas, eh bien l'époux a parfaitement le droit de demander la valeur des parts, et cette valeur des parts, elle rentre dans la communauté par moitié pour le conjoint en question. Alors, moi, je me marre hein, parce que je lis les questions. Enfin, les questions, il n'y a pas que des questions. Hein, il y a aussi des vannes qui sont sorties. Je vois. Alors, c'est très drôle parce que Ouais. j'ai créé notamment sur Internet un article sur le calcul de la prestation compensatoire qui a été lu plus de 600 000 fois et avec aujourd'hui c'est vraiment un forum de discussion avec plus de 600 commentaires et parfois alors tu as des commentaires du genre ne vous mariez jamais, Oui, oui, ça va. le mariage est un piège, etc. Et alors, on a des prises de bec entre les épouses délaissées et les époux. Enfin, voilà. Et parfois le contraire. D'ailleurs, moi, j'ai eu un dossier où c'était l'époux qui réclamait à corps et à cri une prestation compensatoire à l'épouse qui avait passé son temps à Ouais. travailler, à jamais être à la maison et à pas remplir ses devoirs conjugaux. Mais c'est ça l'égalité des sexes également. Hein. Alors, je lis les questions. Jette qui commence par et la place des enfants ou prestation compensatoire à 100% pour le conjoint. Je lis tel quel. Alors, j'aide. Les enfants, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai commencé l'exposé en disant, il y a ce qui concerne les époux, donc les conséquences par rapport aux époux, et les conséquences par rapport aux enfants. Ce qui concerne les enfants, ne concerne pas les époux. Il y a une frontière étanche entre les deux. Ce qui signifie que lorsqu'on parle de pension alimentaire pour les enfants, c'est-à-dire de contribution à leur entretien, à leur éducation, c'est pour les enfants et ça n'a strictement rien à voir avec le calcul d'une prestation compensatoire ou l'allocation d'une prestation compensatoire. Très bien. Jean, alors, qui souhaite une confirmation. Donc, la création d'une SASU suite à une donation. Donc, on est dans le bien propre là-dessus. Puis, on crée une holding, je suppose, par apport des titres de la SASU. Je suppose que c'est cela, Jean. Est-ce que la holding est un bien propre? A priori, oui. Oui, on A est priori, oui. Si la donation, toutes les liquidités provenant de la donation a été investie dans la SASU et s'il n'y a pas d'autre argent investi, oui, a priori. Voilà. Et que la holding a été créée suite à un apport des titres. C'est très important, ça. Il ne faut pas créer une holding et que la holding, par exemple, rachète la SASU. Parce que là, par définition, la holding sera un bien commun parce qu'elle aura été faite et que l'argent qui sera venu de la holding viendra effectivement de l'argent en commun des personnes. Donc, il faut que ce soit impérativement une création d'une holding par apport des titres. Très exactement. Rack qui pose une question, je suis séparé depuis plusieurs années et pendant ce temps, c'est moi qui ai payé les crédits, les écoles et pratiquement tous les frais des enfants. Puis-je réclamer cette somme en moins-value dans le patrimoine, c'est-à-dire que je retire cette somme de l'actif net, puis le diviser par 2? Alors, Ra, vous posez une question très pertinente qui fait appel à une notion qui s'appelle la notion des effets du divorce. C'est quoi? Lorsqu'on divorce, il va y avoir plusieurs périodes. En général, on va se séparer, pas tout le temps, mais on va se séparer. Il va y avoir un temps de séparation avant de passer devant le juge ou alors avant, en tout cas, de liquider les biens de la communauté, etc. Et en fait, on va retenir, dans le cadre de l'acte liquidatif, quelque chose qui s'appelle les effets du divorce, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine date, on va dire
on sépare les patrimoines et à ce moment-là, les époux deviennent des époux comme si c'était des époux indivis, donc les biens deviennent indivis et n'entrent plus dans la communauté. Donc, on va mettre un point voilà, dans le temps en disant à partir de ce jour-là, les effets du divorce vont se produire et donc les calculs repartiront. Et donc, à ce moment-là, on comptera ce que Rara a payé, les crédits. Alors, attention sur les frais des enfants, parce que ça, ce n'est pas des frais qu'on compte. Hein. Par contre, tout ce qui est commun, donc les crédits immobiliers, les taxes, les impôts, etc. Donc, si Ra a payé après la séparation et qu'est acté dans le divorce que les effets de son divorce, c'est du jour de sa séparation, alors oui, ça pourra être pris en compte. Si on est dans un cadre judiciaire, donc on passe devant un juge, quoi qu'il arrive, l'ordonnance de non-conciliation qui acte les effets du divorce, ça peut être éventuellement, le juge peut prononcer des effets du divorce antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, mais ce ne sera pas forcément le cas. Si on est dans un cadre amiable, donc si on ne passe pas devant le juge, alors on s'accorde tous les deux pour dire les effets du divorce remontent à telle date, c'est-à-dire à la date de notre séparation, pour commencer vraiment les comptes entre les époux. Et moi, j'ai payé le crédit à ce moment-là, donc on fait le compte de tout ce qui a été payé à ce moment-là comme taxe commune. Est-ce que c'est clair? Moi, je trouve que oui. Vous voyez, d'avoir eu une peine de cœur pour faire du droit de la famille, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et en fait, le droit de la famille est un droit technique, stratégique. On doit avoir vraiment une vision globale pour pouvoir divorcer au mieux et avec les conséquences qui conviennent à chacun. Voilà. Tito qui pose une question. Donc, même les dettes de la société sont partagées. Alors, je suppose que Tito fait référence au fait de partager, par exemple, cette société, donc la société. Et donc, lorsque elle s'appartient pour moitié, c'est la société qui appartient pour moitié. Or, la valeur d'une société, par définition, tient compte à la fois de l'actif, c'est-à-dire les immobilisations, le goodwill, le fonds de commerce, etc., mais également du passif, c'est-à-dire des dettes. Donc, c'est la valeur dans laquelle il faut qu'il y ait un professionnel qui évalue la valeur de la société pour déterminer justement comment ils vont partager entre eux. Absolument. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Donc, j'essaie de participer un petit peu. Tito, oui. si le conjoint veut nuire à la société comme vengeance, bon, ça, c'est la vendetta. Alors, c'est ce que j'ai dit au tout début. Hein, il ne faut pas que le divorce soit un combat. Voilà, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'écharper. Ça, c'était il y a 25 ans, 80% des divorces étaient pour faute. Aujourd'hui, c'est 5% et non seulement on ne s'écharpe plus, il n'y a plus d'utilité, il n'y a plus de divorce pour faute. L'idée, c'est vraiment d'essayer de divorcer dans la sérénité pour qu'on ne regrette pas ensuite ce qui s'est passé et qu'on n'emporte pas avec soi une idée du conjoint qui serait terrible jusqu'à la fin de nos jours. Mais voilà, surtout s'il y a des enfants, essayez de le faire dans un esprit de paix, d'avancer. C'est pour ça que moi, je suis très fervente aussi de la médiation familiale, où on pose tout sur une table et on indique ce qui s'est passé pour essayer d'avancer dans le cadre d'un accord. Alors, Ra, donc là, c'est une question assez longue, mais à laquelle on va pouvoir répondre assez facilement. Est-ce que je peux créer une société civile immobilière avec un capital issu d'un héritage pour échapper au défaut de contrat de mariage? Point. Exemple, je suis séparé depuis 7 ans, impossible d'acheter mon logement sans que mon conjoint puisse réclamer la moitié. Est-ce que je peux passer par une SCI? Le capital SCI vient d'un héritage car on ne peut pas le prendre. Ensuite, la SCI achète un bien immobilier que je pourrais habiter. Est-ce que mon conjoint peut réclamer quelque chose? Donc là, on est typiquement dans la situation où non seulement il y a une traçabilité de l'argent qui provient d'un héritage, et si on veut un peu blinder la chose, il faut mieux nommer dans les statuts dans la société civile immobilière que l'argent provient de l'héritage et c'est ça qui a permis de constituer le capital de la société.
Tout à fait. Alors, en plus, la SCI, elle ne va pas rentrer directement dans l'acte de partage. Hein, donc, elle ne rentre pas directement dans l'acte liquidatif du notaire, donc elle est à part. Et donc, si Rara peut prouver que cette SCI, comme tu l'as dit, le capital provient à 100% en plus d'un héritage, oui, il n'y a pas de raison que son conjoint puisse les réclamer, mais surtout s'ils sont séparés depuis 7 ans, enfin les effets du divorce en plus, à mon avis, seront largement antérieurs au jugement de divorce, quoi. Et Ra qui rajoute, mais la SCI est endettée, bon, en soi, c'est pas un problème, hein. Elle fait un crédit pour financer le bien. Du coup, c'est à nous de payer le crédit. Ne peut-on pas considérer que c'est le bien de la communauté puisque le divorce n'est pas prononcé? Ça dépend quand la SCI a été créée. Faut vraiment se méfier, quoi, parce que qui va payer le crédit? Est-ce que c'est vraiment la SCI? Est-ce que c'est un peu le conjoint? Bon, quand Rara dit, du coup, c'est à nous de payer le crédit, c'est qui nous? Mais qui va devoir être financé, puisque comme c'est une résidence principale, cette société civile immobilière va être endettée. Attention de voir qui habite ce bien. Hein. Alors, ce qui va se passer, je suppose, il faudrait demander la situation, mais je suppose qu'il va y avoir le loyer qui va permettre, pour partie, de rembourser, qui va permettre de donner de l'argent à la société civile immobilière qui va se désendetter au fur et à mesure. Donc voilà, je suppose. Mais bon, la question devient. C'est un peu technique. Il faut vraiment voir la situation parce que ça dépend aussi qui va jouir de ce bien. Quand le bien a été acheté, par rapport à la séparation. Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. C'est très technique là. Hein, donc on rentre vraiment dans les détails de la question de Rara. Donc je pense que ça mérite une consultation particulière en fait. Particulière. Hein. Dido qui me dit quels sont les motifs de divorce les plus fréquents. Bon, une question. Alors, en fait, par consentement mutuel aujourd'hui. Donc, on divorce vraiment de plus en plus par consentement mutuel, donc pas sans passer par un juge. Donc, dans le cadre d'un acte d'avocat, comme je le disais tout à l'heure. Après, si on n'arrive pas à se mettre d'accord à la fois sur le principe du divorce et sur les conséquences du divorce, dans ce cas-là, on passe devant un juge et il y a différents motifs de divorce. Le plus fréquent, c'est que lorsqu'on passe, parce que ça se passe en 2 étapes le divorce. Donc, première étape, on passe devant un juge qui rend une ordonnance de non-conciliation. Ce jour-là, on peut signer un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, qui fait que on vient dire on est d'accord pour divorcer. Les raisons pour lesquelles on divorce, ça regarde personne, ça regarde que nous. Et puis ensuite, on va s'occuper des conséquences du divorce. Donc ça, c'est le plus fréquent. C'est une sorte de demande acceptée de part et d'autre. Et puis, sinon, il y a éventuellement l'altération définitive du lien conjugal si on est séparé depuis plus de 2 ans. Ou éventuellement le divorce pour faute aujourd'hui qui n'est quasiment plus usité. Voilà, ça représente 2 ou 3% des dossiers actuels. Alors, Philippe qui pose une question. Création d'une SRL avec 3 associés. Après 7 ans d'activité, je suis gérant et possède 59% des parts de mon ex-compagne, 26%. Elle ne participe plus à la société. Il possède 59% des parts. Point. Oui. Mon ex-compagne, voilà. 26%. 26%, elle ne participe plus à la société. Comment puis-je faire pour récupérer mes parts? Merci. Eh bien, Philippe, c'est super simple. C'est une question de mariage, là. Hein. Ben non. Il faut tout simplement lui demander qu'elle cède ses parts. Et si elle est d'accord, tant mieux. Si elle n'est pas d'accord, eh bien, c'est un peu cuit entre parenthèses. Alors, on peut toujours demander à un juge, mais c'est extrêmement complexe. Et puis, c'est le principe des associés. En aucun cas, un associé est tenu de participer ou non à la vie professionnelle d'une société. Il suffit qu'il se rende aux assemblées générales et c'est amplement suffisant. Donc là, c'est un compromis que vous devez faire, essayer de trouver et la désintéresser financièrement. Je pense, Philippe, si vous donnez suffisamment d'argent, votre ex-compagne pourra vous vendre vos parts, mais il n'y a pas d'autre moyen, en tous les cas, sauf, bien évidemment, si vous avez fait ce qu'on appelle des pactes d'associés à un moment donné. Mais voilà, bon, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. C'est du droit des sociétés pures. Hein. Là, on n'est pas en droit de la famille, peu importe que ce soit sa compagne ou pas. Philippe, c'est votre associé avant d'être votre compagne et à partir du moment où vous n'êtes pas marié, la question ne se pose pas.
Ouais. Amir qui pose qui dit choisir la séparation des biens peut être un sujet sensible. Oui, ça peut se comprendre dans certaines situations. Alors, si on opte pour le régime réduit au saké, peut-on quand même protéger ses biens d'avant mariage? Alors, en fait, quand Amir dit choisir la séparation des biens peut être un sujet sensible, pas forcément si on le prend dans le sens on protège l'autre. Au contraire, ça peut être parfaitement bien vécu. Si on a une profession libérale, si on est commerçant, si on veut pas prendre on veut pas que l'autre prenne de risques. Dans ce cas-là, on peut proposer effectivement une séparation des biens. Alors après le réduit aux acquis, donc si on signe pas de contrat de mariage, il n'y a pas besoin de protéger ses biens avant mariage puisque c'est des biens propres. Donc il n'y a pas de problème en fait là-dessus. Ok, bon. Jean qui marque une petite vanne au passage. Donc, même dans des sujets qui ne sont pas le plus marrant au divorce. Solution, il faut faire travailler voilà. qui cotisera à sa future PC et frais d'avocat, bien sûr, parce que les frais d'avocat, je ne vous raconte pas. Hein. Alors là, il faut cotiser. Hein. Surtout les biens. Alors, les aspects fiscaux, c'était juste pour vous faire un petit point en disant, tiens, ce serait peut-être un sujet du prochain webinaire. Donc, je vais pas vraiment aborder parce que là, ça y est, on arrive au bout. Vous dire simplement qu'il y a des vrais aspects fiscaux à prendre en considération dans le cadre d'une séparation, des aspects fiscaux qui peuvent être constitués d'avantages fiscaux lorsqu'on se sépare et lorsqu'on paye, que ce soit une pension pour les enfants, donc une contribution à leur entretien et à leur éducation, qu'une prestation compensatoire, c'est assorti d'avantages fiscaux non négligeables. Et il y a aussi des frais à payer lorsqu'on liquide les biens de la communauté, lorsqu'on vend, etc. Donc tout ça est à prendre aussi en considération, ne pas l'oublier quand on divorce. Et surtout prendre conseil et s'entourer de sachants, je ne le dirai jamais assez. Ne faites pas de bêtises parce que vous pourrez le regretter plus tard. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous aura été utile. Voilà, donc on a, je crois, un truc très rapide. Est-ce que des créances peuvent en arriver jusqu'aux enfants ou ça va être juste au niveau des époux? Non, c'est pas. Enfin, après, si vous décédez, c'est l'héritage. Enfin, si les enfants acceptent la succession, mais c'est très important en tous les cas. Je rebondis. Effectivement, il faut, lorsqu'on divorce, quoi qu'il arrive, liquider les biens de la communauté et faire un partage, parce que si on ne le fait pas, ce sont les héritiers qui devront scoltiner le partage en question, et donc il y aura un double travail à ce moment-là au niveau de la succession. Voilà. Bon. Écoutez, moi j'ai adoré personnellement ce qu'a fait Caroline. Je trouve que c'est une grande professionnelle et vous comprenez pourquoi je l'ai fait venir, parce que ce sont quand même des sujets de temps en temps qui peuvent apparaître, dont les entrepreneurs ont besoin de conseils. Au sein de Dougs, on sait répondre à toutes les questions qui sont liées à la fiscalité, au juridique, à la comptabilité et même au droit à la famille. Pourquoi? Pas parce qu'on fait tout simplement appel à Caroline. Donc là, j'ai mis les coordonnées de Caroline et si vous avez besoin, vous pouvez directement la contacter. Vous pouvez également nous contacter parce qu'on vous ramènera vers Caroline. Dans tous les cas, j'ai adoré. En tout cas, c'était une première, Caroline. J'ai beaucoup apprécié, je me suis bien amusée. C'était très agréable et je suis vraiment ravie de pouvoir vous dire un petit peu ce que je sais pour essayer de vous faire avancer dans vos réflexions, si réflexion il y a en tous les cas. Voilà, merci d'avoir invité Patrick. C'était super. Merci Caroline, merci à vous toutes et à vous tous. Bon, sachez qu'il y a toujours un webinaire chaque jour au sein de Dougs et qu'on aura de plus en plus l'occasion d'inviter des experts dans leur matière, des expertes en l'occasion. En tout cas, c'est un très bon premier, en tous les cas, webinaire avec Caroline et il y en aura d'autres. Merci et puis je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.